Ludmilla s'en va en guerre, documentaire signé Ludmilla Zi avec Nicolas Bourgoin, un zoom nécessaire sur le cancer du sein chez les jeunes femmes à l'occasion d'Octobre Rose. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Ludmilla Zi, bienvenue. Vous êtes donc la réalisatrice de ce documentaire et vous êtes journaliste indépendante. Avec nous également Dominique Vérien, bienvenue. Vous êtes sénatrice centriste de Lyon, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et du groupe d'études cancer au Sénat. Docteur Florence Coucy, bienvenue à vous. Vous êtes gynécologue, oncologue à l'Institut Curie. Et Natacha Espier, bienvenue. Vous êtes psychologue et présidente de l'association Europa Donna France. Merci à toutes d'être avec nous. Ludmilla, d'abord, comment allez-vous et comment vont les jeunes femmes que l'on voit dans le documentaire ? Eh bien, écoutez, merci déjà de me recevoir ici aujourd'hui. Je vais très bien. J'ai terminé mes traitements lourds il y a environ 1 an et demi. Et maintenant, je suis sous traitement hormonal. Donc, je prends de l'hormonothérapie. Et pendant 4 ans encore, c'est un petit médicament que je prends tous les soirs. Et ça permet d'éviter une récidive. Les personnes qui ont témoigné dans le film, donc Maëva, Christelle et Gwen, vont très bien aussi. Elles ont tout terminé leur traitement et tout se passe bien pour elles. J'ai vu d'ailleurs Christelle le week-end dernier à Bordeaux. On a fait un petit événement pour l'association Jeunes et Roses et elles vont toutes très bien. Bon, nous voilà ravis et rassurés. Florence Coucy, c'est vrai que ce sont des cancers qui sont très rares, ces cancers chez les moins de 35, 40 ans. Alors finalement, c'est des cancers qu'on dit rares parce que c'est à peu près 5% des cancers du sein en France. Mais finalement, c'est 3000 cas par an de femmes jeunes de moins de 40 ans qui auront un cancer. Donc finalement, c'est un chiffre qui n'est pas du tout négligeable. Donc pas si rare que ça et donc ça nécessite vraiment qu'on s'en occupe. Et quelle est la tendance ? Est-ce qu'ils augmentent ce nombre de cas ? Alors en fait, l'incidence du cancer en France augmente. Et ce, dans toutes les tranches d'âge. Donc, pas plus chez les jeunes que chez les moins jeunes. D'accord. L'incidence augmente de manière parallèle, quelle que soit la tranche d'âge. Ce sont des cancers plus agressifs aussi, du fait de l'âge, du fait du jeune âge, justement ? Alors, globalement, là, il y a des petites différences qu'on retrouve dans le cancer du sein de la femme jeune. Le cancer du sein ressemble quand même, quel que soit l'âge, mais finalement, il y a une surreprésentation d'une forme qui est dite un petit peu agressive, qui est la forme triple négative. Et c'est vrai qu'elle est surreprésentée chez la femme jeune. C'est à peu près 10% des cancers du sein en général, mais plutôt 15 à 17% chez la femme jeune. C'est vrai que cette forme est un peu plus agressive et surreprésentée chez les femmes plus jeunes. Natacha Espier, c'est vrai que ce qu'on remarque dans ce documentaire et ce qui frappe chez toutes ces jeunes femmes, c'est qu'elles ne s'attendent pas une seconde à avoir un cancer du sein à leur âge. Il y a un choc terrible parce que quand on est jeune, on ne peut pas imaginer avoir un cancer. Tout à fait, vous avez raison. Quand on est jeune, on vit dans une sorte d'invulnérabilité et c'est pas du tout un âge où on peut se projeter dans la maladie et c'est ça qui rend cet événement de vie aussi difficile à supporter. Et puis cet isolement, parce que comme le disait Florence, finalement, il n'y a pas énormément de cas et ces jeunes femmes se retrouvent dans un isolement, même dans les services, même au sein des services. Et ça, je pense que c'est assez terrible pour elles. Dominique Vérien, qu'est-ce qui vous a inspiré ce documentaire, ce cas de Ludmilla et le cas de toutes ces jeunes femmes que l'on découvre ? Alors, j'ai trouvé très intéressant la façon dont vous vous battez. Et en fait, voilà, c'est une maladie et donc on doit pouvoir en guérir. Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette vision du cancer. Après, j'étais désespérée quand j'ai entendu que certaines, parce que souvent on ne va pas se faire dépister, mais celle qui a voulu y aller et dont le médecin ne voulait pas croire que ça pouvait être un cancer. Donc se dire que soi-même, déjà, on n'y croit pas, on n'y va pas, mais qu'en plus, quand on pense que peut-être c'est ça et qu'on va voir un médecin et qu'on n'est pas entendu, c'est assez terrible. Et puis ensuite, la double peine qui est après, c'est comment on continue sa vie une fois qu'on a été malade jeune et qu'on a du mal à reconstruire parce que les assurances ne suivent pas, parce que on reste longtemps une personne à risque. C'est intéressant parce que vous avez soulevé tout un tas de questions qu'on va se poser effectivement dans le cœur de ce débat. Peut-être un mot d'abord pour vous, Florence Coucy. On en guérit du cancer du sein et plus ou moins lorsqu'on est jeune ? Oui, on en guérit finalement du cancer du sein. La survie à 5 ans est de plus de 88%, donc c'est un cancer qu'on dit nous de bon pronostic. Donc oui, c'est un cancer dont on guérit et justement cette après-cancer est d'autant plus important parce qu'il faut retourner dans la vie pour la majorité de nos patientes et donc il faut s'attacher justement à ce que cette vie soit la meilleure possible. Et on va voir comment et on va voir si la société nous y aide ou pas. D'abord, le problème c'est que parce que ces cancers sont rares, on a aussi tendance à les oublier un peu. C'est aussi ce que vous dites dans votre film, Ludmilla. On va revoir ce moment que vous avez passé avec des représentantes de la Ligue contre le cancer et on en parle juste après. Qu'est-ce que la Ligue fait en matière de prévention, action de prévention, pour sensibiliser les jeunes au cancer du sein ?
quand on fait de la communication, si on met des photos d'une très jolie jeune femme avec une belle poitrine, etc., qui a 30 ans, ça correspond pas. C'est pas cohérent avec le message général qui doit être porté. C'est un drôle d'aveu qu'elle nous fait là. Vous avez été surprise même par sa réponse? Oui, complètement. C'est vrai que, bon, je ne veux pas leur casser du sucre dans le dos parce que la Ligue a été vraiment super pendant ma période de soins. J'y suis beaucoup allée pendant mes traitements et on m'a vraiment très bien prise en charge. Donc pour ça, ils sont vraiment top. Mais c'est vrai que j'étais surprise de voir qu'en fait, en termes de communication pour les jeunes, il n'y avait pas grand-chose. Lorsque j'y allais, je voyais sur les prospectus des photos de femmes plus âgées. Donc assez surprise. Et c'est pour ça que je suis allée les voir pour leur poser la question. Et leur réponse m'a un peu étonnée, oui, parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est vrai, on reste une minorité, il me semble 3% à être des femmes de moins de 35 ans à être touchées par un cancer du sein, mais quand même, il y en a quand même beaucoup et c'est important d'en parler. Donc oui, je suis surprise, je pense. Ça vous a interpellé, Dominique Vérien? On sacrifie une minorité pour la majorité? Il y a quelque chose qui... Ça m'a interpellée. Je pense qu'effectivement, il faut prendre conscience qu'on peut être malade à tout âge, de toute façon. Et plus tôt on en prend conscience, et plus on pourra faire de la prévention. Donc, et peut-être que ça commence par l'école, pour apprendre à connaître son corps, à savoir, et veiller à ce que tout le monde sache que oui, malheureusement, on peut être malade même quand on est jeune. C'est-à-dire dès l'école Dès l'école, pour pouvoir aussi, parce que souvent, comme on se croit invulnérable quand on est jeune, on n'imagine pas, et donc on n'a pas forcément non plus les gestes pour savoir, tiens, j'ai une boule là, est-ce que c'est normal ou non, ça doit être rien. Si dès le plus jeune âge, on sait qu'il faut apprendre à connaître son corps et à avoir les alertes quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, et du coup, à ce moment-là, savoir aller trouver la réponse chez un médecin, peut-être qu'on pourra soigner plus, et c'est une forme de prévention dès le plus jeune âge. Elle est compliquée, cette question de prévention, Natacha Espier, parce qu'on n'a pas non plus envie d'être anxiogène, d'angoisser des jeunes femmes qui ont aussi envie d'être insouciantes, et elles ont le droit. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Oui. La réponse de la dame de la Ligue, effectivement, moi, je ne veux pas du tout... enfoncé, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, mais simplement, je pense que ça touche aux représentations inconscientes, comme pour les médecins. Au fond, on n'a pas envie de se dire qu'une femme jeune peut être touchée par le cancer, donc du coup, on va mettre ça très à distance. Je pense que c'est vrai aussi pour les jeunes femmes qui sont enceintes et auxquelles on retrouve un cancer du sein, où ça peut être très compliqué. Et la question de la prévention, oui, c'est compliqué. Je partage tout à fait votre avis. Je pense que ce serait très important d'expliquer aux enfants leur corps. Ça touche tout un tas de dimensions, y compris la protection des enfants, voilà, et de comprendre. Et surtout, je pense que c'est très important d'écouter les femmes. Quand une jeune femme vient dire « mon sein n'est pas normal, je sens quelque chose », je pense que d'abord, on écoute. Je pense les patientes, et je pense que Florence sera d'accord avec moi, c'est la première des choses, à mon avis. Et après, sur la question de la prévention, ça, je pense que c'est compliqué. Tu répondrais beaucoup mieux que moi, mais on y met plein de choses là-dedans. Moi, je suis simplement très attentive à ne pas culpabiliser les femmes. C'est-à-dire... De quoi, d'être passé à côté de quelque chose, de ne pas voilà, mais qu'après, vous savez, on dit, alors, les bonnes pratiques, c'est toujours important pour la santé, mais il faut être extrêmement attentive à, après, pas leur dire, ah bah oui, tu stressais trop, ou tu mangeais mal, et il y a une sorte de culpabilisation qui peut s'opérer auprès des femmes, et je pense qu'il faut être aussi attentive. Donc, effectivement, vous avez raison, le sentier est un peu étroit entre les deux. Et puis, il y a une forme d'irrégularité, selon les médecins, Dr Florence Coucy, qui vous apprennent ou non à vous autopalper. Il y a des gestes à apprendre, techniques quand même. Oui, alors sur ce qui est de la prévention, en fait, la prévention, c'est... là, quand on parle de l'autopalpation, c'est le dépistage. Alors juste aussi, pour revenir sur le dépistage, je pense qu'il y avait un mot important, c'est le dépistage, il existe de 50 à 74 ans. C'est une mammographie tous les 2 ans où les femmes sont invitées à y aller. Ça fonctionne puisque grâce à ça, on améliore la survie de nos patients. Donc, c'est très bien le dépistage. Mais il y a à peine 50% des femmes françaises qui vont au dépistage. Donc, ça, c'est une première chose pour les femmes entre 50 et 74 ans. Et puis après, quand même, pour les femmes plus jeunes, il n'y a pas rien. Il y a la consultation, aller voir son gynécologue annuel. Ça, c'est vraiment une recommandation. À partir de 25 ans, même avant, on va voir son gynécologue de manière annuelle. Et le gynécologue nous palpe les seins. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi, en effet, apprendre à connaître ses seins. Alors, on parle d'autopalpation. C'est vrai que l'autopalpation n'a pas montré non plus qu'on améliorait la survie des patientes. Par contre, l'autopalpation, elle a montré que connaître ses seins, on est beaucoup plus proactif à avoir
s'il y a une anomalie, aller voir son gynécologue, son médecin, pour après pouvoir faire des analyses complémentaires, des biopsies. Voilà, donc apprendre à se connaître et apprendre à connaître ses seins, ça me paraît majeur. Et je ne sais pas, mettre des gynécologues dans les écoles, peut-être, non, mais une fois par an, faire passer un gynécologue auprès de jeunes filles pour leur expliquer qu'il faut qu'elles soient vigilantes, qu'elles regardent dans les lycées, je ne sais pas. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Et puis aussi, je pense qu'il faut aussi promouvoir le fait que oui, il faut aller voir son gynécologue une fois par an, même quand on est jeune, même à 25 ans, il faut y aller, c'est une fois par an. Et le gynécologue, c'est le sein, c'est aussi, vous savez, le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est énormément de choses. Donc je pense qu'aussi, il faut promouvoir d'aller voir son gynécologue ou la personne qui va nous suivre au niveau gynécologique. C'est, je pense, très important. Puis-je vous rappeler le rapport qui vient de sortir de la délégation aux droits des femmes qui montre que 17 départements n'ont pas de gynécologue. Donc déjà, ils ne sont pas là pour soigner, pour accompagner. Donc, gynécologues médicaux, pas gynécologues obstétriciens. De gynécologues médicaux, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut accoucher, mais on n'est pas suivi, donc effectivement, on ne sera pas dépisté non plus. Alors, on a des sages-femmes, heureusement. Alors peut-être qu'il faut déléguer là plutôt des sages-femmes, mais sur le 50% qui ne va pas se faire dépister, on a aussi en secteur rural le fait que si on n'a pas une demi-journée devant soi, on ne va pas aller faire une mammographie parce que c'est loin. Parce qu'il faut faire 50 km aller, 50 km retour, plus le temps d'attente, plus le temps de la mammographie. Et donc, comme on est en bonne santé, on ne va pas se faire dépister. Éventuellement, on ira chez un spécialiste si on est malade, mais on ne va pas y aller pour quelque chose. D'autant que, là aussi, on l'a vu en milieu rural, les femmes sont celles qui prennent en charge le plus les transports des enfants, etc. Sans compter que c'est là aussi qu'il y a le plus de femmes qui ne conduisent pas. Donc, elles sont... automatiquement, elles se sacrifient par rapport à ça et donc n'iront pas se faire dépister parce que c'est du temps. Et je rebondis aussi sur votre remarque de tout à l'heure, Dominique Vérien, et parce que moi aussi ça m'a frappé dans votre documentaire Ludmilla Azie, c'est le manque de formation peut-être des médecins. C'est-à-dire qu'on voit cette jeune femme qui elle-même est médecin, qui pleure dans les bras de sa sœur parce qu'elle n'a même pas su, elle n'a pas envisagé une seconde que sa sœur à son âge puisse avoir un cancer du sein. Et l'autre qui explique qu'elle se fait, pardon du mot, engueuler aux urgences. Elle engorge les urgences parce que, en gros, c'est pas grave. Elle prend la place de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai que c'est choquant. Ça m'a vraiment marqué lorsque j'ai rencontré ces jeunes femmes qui ont donné ces témoignages. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon cancer a été pris en charge très vite, très tôt. C'est même ma gynécologue qui a insisté pour que je fasse une échographie. Moi, je prenais pas vraiment les choses au sérieux au début. Mais pour beaucoup de femmes, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'on est un peu surpris. On se dit, mais... les médecins, on a l'impression parfois qu'ils sont pas forcément... Mais ils y croient pas eux-mêmes. C'est ça, ils n'y croient pas. Peut-être aussi parce que les chiffres leur donnent raison, docteur Florence. C'est tellement rare qu'ils peuvent pas... Oui, mais alors la vraie problématique, c'est que le cancer du sein, même s'il est rare, il existe. Et donc, avant de faire un diagnostic par ses mains, on va jusqu'au bout des choses et on va faire un vrai diagnostic, comme je disais, avec une écho, une mammo, une biopsie. Et c'est vrai qu'on voit, particulièrement chez les femmes jeunes, ce qu'on appelle l'errance un petit peu diagnostique de la femme jeune qui a palpé une lésion, puis finalement elle a été vue par un professionnel de santé, un premier qui a dit mais non, ça n'existe pas en effet chez la femme jeune, c'est un adénofibrome, c'est exactement ce qui est dit dans votre documentaire, donc une lésion bénigne de la femme, bien sûr ça sera le plus souvent, heureusement, une lésion bénigne, mais dans certains cas, ça ne l'est pas et donc il faut aller vraiment jusqu'au bout du diagnostic et on va jusqu'au bout du diagnostic avec une échographie complémentaire, avec une biopsie et on pose un vrai diagnostic qui sera rarement un cancer du sein, mais au moins on sera allé jusqu'au bout. Natacha Espier, il y a un problème quand même avec ces médecins qui n'osent pas voir, ne veulent pas voir Ne veulent pas voir, oui, c'est toujours très compliqué. Moi, je pense qu'il y a un problème d'information, c'est-à-dire il faut aussi informer les médecins, dire exactement ce que le docteur Coucy a dit, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut informer les femmes, mais il faut informer les médecins, et se souvenir effectivement que c'est inconcevable pour eux. C'est difficilement concevable, on va le dire autrement. Voilà, Alors, elles ont moins de 30-35 ans, elles ont donc aussi les codes et les modes d'expression de femmes de leur âge. Ça passe donc par les réseaux sociaux. Et on est assez frappé là aussi de voir que certaines d'entre elles se filment et publient des vidéos d'elles, même lorsqu'elles ne sont pas dans leur meilleur état. Regardez. Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai eu l'idée de me créer une page Instagram qui serait un peu comme mon exutoire, mon journal intime public. Ça m'a permis d'échanger avec beaucoup de personnes sur des ressentis, sur des vécus, sur des conseils. Mais c'est des filles avec qui j'échange et que je comprends et qui me comprennent.
Ludmile Azy, là, on est vraiment dans la question du rapport à l'image. C'est fou, cette importance qu'a pu prendre les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes femmes comme vous. Mais complètement. Et Gwen l'exprime très bien dans le documentaire. C'est vrai qu'en fait, on a l'impression de tomber sur une communauté de jeunes femmes qui nous comprennent parce qu'elles ont vécu la même chose. À travers les réseaux sociaux aussi, on retrouve beaucoup de soutien. Parce que y a des personnes qui nous suivent, qui vont aimer nos vidéos, qui vont partager. Il y a un échange aussi d'expériences. Et c'est vrai que quand on est touché par la maladie, jeune ou même moins jeune, je pense qu'on peut se sentir seul. Et sur les réseaux sociaux, on retrouve plein de monde avec qui on peut échanger, parler. Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une défaillance peut-être des proches qui ne savent pas réagir, qui réagissent mal, qui ne font pas, ou c'est pas de leur faute? Alors je vais pas dire ça parce que les proches, je pense, ont un rôle très important et pour ma part, j'étais hyper bien entourée et je pense pas que ce soit ça, mais c'est plus le fait que sur les réseaux sociaux, on peut trouver des jeunes femmes qui ont vécu la même chose. Alors nos proches peuvent être là et nous donner beaucoup d'amour et beaucoup de soutien, mais ils ne comprennent pas complètement ce qu'on a vécu et donc les réseaux sociaux, ça fait du bien aussi par rapport à ça. Et même pouvoir échanger avec des femmes aussi qui ont vécu la maladie mais qui en sont à un stade différent et même qui en sont sorties, on peut leur poser des questions. Moi j'avais beaucoup de questions par rapport à la repousse des cheveux, par rapport au fait de pouvoir tomber enceinte après avoir eu des traitements de chimiothérapie. Toutes ces questions-là, j'ai pu les poser sur les réseaux sociaux à des femmes qui étaient passées par là et ça m'a vraiment donné une bouffée d'oxygène et je me suis dit mais waouh, en fait, c'est hyper positif. Il y a des femmes qui s'en sortent, il y a des femmes qui reprennent une vie complètement normale après. Et quand on est en traitement, ça fait beaucoup de bien. Natacha Espier, vive les réseaux sociaux, heureusement qu'ils sont là. Pour une fois qu'on peut le dire. Pour une fois qu'on peut le dire, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Là, il y a une sorte de sororité qui s'installe. Alors, les proches, bien sûr, peuvent être là, mais les proches, ils sont aussi pris dans leur propre souffrance, et qui est la leur, même s'ils accompagnent très bien. Et c'est important de pouvoir échanger, parce qu'on va dire à la patiente, je comprends ce que tu ressens. Non, je peux l'accueillir, mais je ne pourrai jamais totalement le comprendre, parce que je ne suis pas à ta place. Donc je pense que de pouvoir échanger avec des femmes qui ont exactement la même expérience ou qui sont un peu plus en amont ou en aval, ça peut faire beaucoup de bien et ça peut être une bonne bouffée d'oxygène. Dominique Verrier, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a peut-être un manque de suivi psychologique et qu'on devrait systématiser le suivi psychologique de ces jeunes femmes pour que peut-être elles n'aient pas forcément besoin de se retrouver entre elles ou pas du tout? Je suis pas sûre que ce soit le besoin de suivi psychologique, mais plutôt le besoin d'avoir des repères, parce que quand on a un cancer, c'est la première fois que ça nous arrive. Avec un peu de chance, il n'y en a pas eu dans notre entourage, donc on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on ne sait pas quel est l'avenir, comment ça va fonctionner. Je parlais tout à l'heure au maquillage d'un livre qui s'appelle La guerre des tétons et qui raconte justement, c'est une jeune femme qui a eu un cancer et qui raconte réellement toutes les étapes qu'elle a vécues. Et objectivement, alors, en fait, pour l'avoir vécu également, quand on m'a offert ce livre, la personne qui me l'a offert l'avait pas spécialement trouvé drôle et moi je riais à chaque page parce qu'en fait c'était des choses qu'on vivait mais que moi je vivais mais que ma nièce, mon mari ne pouvaient pas comprendre parce que elle n'était pas dans cette situation et parfois ça fait aussi du bien d'en rire et de se rendre compte que d'autres s'en sont sortis, donc puisque d'autres s'en sont sortis, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas et que c'est une phase, c'est une étape dans la vie, c'est peut-être pas une étape qu'on a choisie mais c'est une étape qu'on peut tout à fait passer et voilà, des livres, ça peut être des réseaux sociaux. Bon, alors moi, j'étais plutôt tournée sur les livres que sur les réseaux sociaux, mais effectivement, le témoignage de quelqu'un et de savoir qu'on n'est pas seul et que ça peut bien se passer. Est-ce que ça aide même à la guérison, Florence Coucy, d'être bien accompagnée? J'imagine que c'est très difficile à chiffrer, mais est-ce que vous voyez un mieux chez ces patientes qui sont plus connectées ou qui lisent plus? Alors, je ne sais pas si ça aide à la guérison. Moi, ce que je vois, c'est que les réseaux sociaux sont quand même, peuvent être d'une grande aide. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que vous avez remarqué, ça crée des liens entre les femmes, et ça je pense que c'est très important. Il y a un soutien, il y a un échange d'expériences qui est majeur, enfin, c'est ce que me disent mes patientes. Ça crée aussi une diffusion de l'information scientifique. Les patientes ont accès très facilement et très rapidement aux informations de qualité, et donc moi mes patientes en consultation connaissent leur maladie, connaissent les traitements. Il n'y a pas des risques de fausses informations? Alors il y a des risques de fausses informations, après il faut savoir suivre aussi, il y a l'INCa qui est l'Institut du cancer qui donne des informations complètement fiables. On peut suivre l'Institut Curie aussi qui a une page. Et je pense que l'information sur les traitements aussi et sur le cancer en lui-même fait que les patientes sont informées, connaissent mieux. Et je pense qu'il y a moins d'appréhension sur en particulier les traitements. Et peut-être aussi en étant mieux informés, on est
mieux adhérents au traitement. Je pense à l'hormonothérapie dont vous parliez, qui est un traitement on va dire complémentaire, qui se prend par la bouche pendant au moins 5 ans. Et les patientes informées sont plus adhérentes, ça c'est sûr. Et si on est plus adhérent, on prend mieux son traitement. Et donc, oui, on a une bonne survie. Restons justement quelques instants sur cette question des traitements, parce que j'ai l'impression que l'une des grandes difficultés du traitement contre le cancer du sein, c'est la perte des cheveux. Et on voit, on parle du rapport à l'image, on parle du rapport au corps, et on entend même perte d'identité, parce que ces jeunes femmes, et les autres d'ailleurs, perdent leurs cheveux. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ce sera toujours ça ? Est-ce qu'on a d'autres traitements en cours qui un jour enlèveront cet énorme inconvénient ? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé, on ne s'est pas beaucoup amélioré pour la perte des cheveux. Alors un petit peu quand même, les traitements majeurs dans le cancer du sein induisent une perte des cheveux, ça repousse après, mais c'est sûr que c'est un effet secondaire qui est physique et qui est très visible. Comment on fait pour essayer de diminuer cette perte de cheveux ? On a des propositions comme mettre un casque réfrigéré sur la tête, on va dire qui... tu vois sourire. C'est pas magique. C'est pas agréable du tout. Voilà, c'est très froid déjà. Et on va dire que ça recule le moment de la chute finalement. Donc ça raccourcit le moment sans cheveux. Voilà ce qu'on propose. Donc ça, c'est essayer de prévenir la chute. Et finalement, après... on a espoir qu'il y ait autre chose ou pas ? Alors, il y a un petit peu de recherche là-dessus, mais je trouve que ça avance pas vite et pas très vite. Parce que c'est sur la chute des cheveux, en effet. Comme c'est important pour ces jeunes femmes. Ludmila Aziz, c'est un des sujets majeurs du cancer du sein, du traitement. Bien sûr. D'ailleurs, lorsqu'on m'a annoncé mon cancer du sein, je me souviens que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était mais je vais perdre mes cheveux, mes cils et mes sourcils. Et c'est vrai que ça fait peur parce qu'on sait que les gens vont nous voir tel quel et que le cancer sera affiché sur notre tête tous les jours. Et ça, c'est pas facile. Après, heureusement, il existe des perruques, des franges, plein de manières de continuer de se sentir féminine. Mais c'est vrai que cette perte d'identité, comme on disait dans le film, c'est pas facile à gérer tous les jours. Et c'est vrai qu'on se reconnaît plus. Et puis, le temps aussi de prendre conscience que notre apparence physique a changé, c'est pas évident. Je me souviens, au tout début, je faisais des rêves où j'avais encore mes cheveux longs pendant un bon moment. Et puis après, petit à petit, je commençais à réaliser qu'en fait, j'avais vraiment perdu mes cheveux. Et c'est pas facile tout le temps. Après, heureusement, ça repousse, mais... Natacha Espier, c'est vraiment un sujet majeur, cette tout à fait. question de perte d'identité. Le problème du cancer du sein et sur tous ces traitements, c'est que ça s'attaque à la féminité quand même, entre le sein, les cheveux, Ludmila en parlait, les poils pubiens aussi. Donc il y a effectivement une impression d'étrangeté et comment se reconnaître. Et je pense qu'à un âge aussi jeune, c'est aussi compliqué parce qu'on est encore dans la structuration de sa féminité. Et donc là, je pense que c'est vraiment une atteinte majeure. Mais c'est vrai que la perte des cheveux est une atteinte majeure. Et puis c'est visible. C'est visible. Dans la rue, on sait que vous êtes malade. Alors oui ou non, parce que ça dépend. Il y a de très belles perruques aujourd'hui, mais soi-même, ça nous le rappelle tous les jours. Au fond, devant son miroir, quand on est démaquillé, qu'on n'a plus de perruque, etc. Ça a vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement qu'une impression d'étrangeté. Il y a vraiment ça. On se reconnaît plus. Voilà, on ne se reconnaît plus. C'est plus vraiment nous. C'est nous, mais plus tout à fait. Ouais. Dominique Verrier. Alors, je vois cette image. Il y a une autre perte d'identité, c'est quand on perd son sein ou ses seins, parce que c'est une des identités aussi de la femme. Et c'est, je crois, parce que les cheveux repoussent, le sein ne repousse pas. Donc, soit on passe par une reconstruction, soit j'entendais l'une des jeunes femmes dire que pour l'instant, elle s'assumait en Amazone parce qu'elle ne voulait pas refaire une anesthésie. Mais là aussi, on a quelque chose qui définit la féminité et qu'on perd. Et donc, il faut retrouver un repère, accepter de s'accepter justement dans un corps qui n'est plus tout à fait le corps de femme qu'on pouvait avoir avant. Donc je pense que les cheveux c'est dur et transitoire, le sein c'est plus définitif et plus douloureux. Et une perte de chance de devenir maman aussi, on en est où, docteur Christine ? Alors, c'est une grande question parce que justement, chez la femme jeune, la question de la maternité, elle est importante. Une grossesse après cancer du sein, au niveau oncologique, c'est pas contre-indiqué. C'est vrai qu'on aurait pu avoir cette fausse idée que la grossesse, c'est plein d'hormones. Non, la grossesse n'augmente pas le risque de récidive de cancer du sein. Donc, c'est possible. Par contre, c'est vrai qu'on demande à nos jeunes patientes d'attendre. On leur demande d'attendre au moins 2-3 ans après la fin des traitements. Pourquoi ? Parce
parce qu'il y a une sorte de cap à passer. Et puis aussi, chez la majorité de nos jeunes femmes, elles ont un traitement d'hormonothérapie, donc ces comprimés qui sont pris par la bouche et qui vont aider à la guérison. C'est exactement ce que vous disiez. Et c'est important qu'elles prennent aussi ce traitement pendant au moins 2-3 ans, sachant que le traitement est plus long, mais au moins 2-3 ans, puis après éventuellement une pause. Donc la grossesse après cancer du sein, c'est possible. La fertilité est probablement, oui, moindre après cancer du sein, mais pour 2 raisons. Parce que justement, comme on demande à nos patientes d'attendre, le temps passe. Et vous savez que le temps n'est pas le bon ami de la fertilité des femmes. La fertilité diminue spontanément avec le temps. Donc déjà, on leur demande du temps. Et puis oui, il y a certains traitements qui vont avoir une toxicité sur la fertilité. Et ces traitements-là, c'est la chimiothérapie. C'est pour ça qu'on parle de congélation d'ovocytes. Exactement. Ils se font fréquemment. Je veux dire, c'est alors, donc les jeunes patientes, il faut toutes les informer justement sur les possibilités de grossesse et de préserver la fertilité avant le cancer du sein. Donc elles sont toutes informées. Certaines sont vues après en consultation d'oncofertilité où là on leur propose de la préservation, comme on dit, invasive. Vous en avez donné une, c'est de la congélation ovocytaire. Ça, c'est la patiente qui décide de ce qu'elle souhaite faire, sachant qu'après cancer du sein, il y a quand même un certain nombre de grossesses dont la majorité sont des grossesses spontanées, heureusement. Mais voilà, c'est la patiente qui décide aussi si elle veut faire une technique de préservation invasive comme une congélation ovocytaire. Ludmila, est-ce que c'est aussi une épreuve pour le couple ? Je pense que c'est pas évident pour le couple à gérer parce que forcément c'est un changement dans nos vies, qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir, qu'on doit repenser différemment, on doit s'adapter à la situation. C'est des traitements qui sont longs oui, je pense que psychologiquement c'est pas évident. Et en même temps, c'est mieux d'être à 2, non, Natacha Espier ? On voit cette jeune femme qui dit dans le documentaire, c'est pas facile, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui m'attende. Oui, mais elle a ses amis après à côté aussi. Voilà, alors c'est difficile de vous répondre comme ça. Je pense que je vais vous dire, ça dépend de l'accompagnant, mais c'est vrai que Mia a raison. C'est quelque chose qui forcément bouleverse le couple parce que tous les équilibres sont remis en question et ça dépend aussi beaucoup des bagages psychiques du couple. Qu'est-ce qu'ils étaient avant ? Qu'est-ce que ce couple était avant ? Et c'est ça aussi qui va pouvoir déterminer ce qui va se passer après. C'est vrai que on voit des couples qui sortent renforcés et d'autres qui malheureusement se séparent. Mais je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça parce que les femmes malades. Comment ? C'est l'homme souvent quitte une femme malade. Les pourcentages sont assez épouvantables là-dessus. Et parfois, je pense que l'homme peut aussi avoir peur. Je me souviens de Guillaume, le compagnon de Maëva. On avait discuté un petit peu lors d'une soirée. Il m'avait dit qu'il avait peur que Maëva ait envie d'un changement dans sa vie après. Et il avait peur d'être le changement, d'être la personne qui allait être expulsée de sa vie. Et je pense que c'est pas évident pour eux aussi parce que c'est un changement. Ils nous voient évoluer, ils nous voient aussi parce qu'il y a une certaine forme de prise de conscience quand on est touché par une maladie grave comme ça. On se rend compte à quel point la vie est belle, la vie est importante. On a en plus envie de foncer peut-être et de réaliser les choses. Et que la vie est fragile aussi. Et que la vie est fragile complètement. Et donc peut-être que le compagnon ou la personne qui partage notre vie peut avoir peur de tous ces changements-là aussi. Et voilà. Alors, il y a quelque chose que vous avez soulevé au tout début de l'émission. On va y venir un peu plus, de manière plus approfondie maintenant, Dominique Vérien, et c'est assez choquant et ça apparaît effectivement assez bien dans le film, qui concerne d'ailleurs toutes les personnes qui ont eu un cancer, mais peut-être encore plus douloureusement les femmes touchées à moins de 30, 35 ans, 40 ans. Ce sont les difficultés à obtenir des prêts bancaires. Regardez. On était mariés, on avait 2 enfants, là, on voulait acheter une maison. C'était la suite logique des choses. La veille de mon diagnostic, on a reçu une proposition de prêt super intéressante. Et le lendemain, le jeudi, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Donc, de toute façon, il n'y avait rien de signé. Donc, avoir le prêt, c'était juste plus possible. Mais c'est difficile, en fait, parce que il y a la maladie, il y a la peur, et il y a les projets qui s'arrêtent. Il est incroyable ce témoignage de Dominique Vérien. Là, vous parliez de double peine, mais là, c'est carrément la triple peine. Triple peine parce qu'en plus, alors qu'on se croit guéri, et qu'on l'est, et qu'on va vers vraiment du mieux, l'assureur vous rappelle que vous avez un risque de mortalité qui est supérieur à ses chiffres à lui, et donc il ne peut pas vous faire confiance et vous permettre de continuer votre vie. C'est assez terrible. Donc c'est vraiment effectivement une peine. Mais là, j'ai envie de m'adresser à la sénatrice. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'un point de vue législatif, on peut changer pour que ça n'arrive pas ? On invente tous les jours des fonds pour pouvoir assurer des jeunes qui veulent louer, etc. Je crois que là, il faut effectivement mettre en place quelque chose pour pouvoir
pouvoir suivre ces personnes le temps de la guérison définitive, où là, l'assurance peut reprendre son cours, ou alors négocier quelque chose avec les assurances. Mais il est évident qu'on ne peut pas nous dire qu'on arrête notre vie parce qu'un jour, on a eu un cancer à 30 ans, et donc, ça y est, à 35 ans, c'est fini, on n'a plus le droit de continuer. Donc, évidemment, il faut qu'on soit là accompagnés, enfin que les jeunes femmes, en l'occurrence, soient accompagnées oui, parce que là, il y a l'exemple des prêts bancaires, mais j'ai envie de dire, c'est presque sociétal. C'est comment on se réintègre au travail, comment on se réintègre dans la société quand on a eu un cancer. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire, effectivement, les banques et les prêts, c'est un très gros problème, mais on est aussi à cet âge-là en pleine construction professionnelle, et c'est un coup d'arrêt à tout. Qu'est-ce qu'on dit à son employeur si on vient de négocier un contrat? Comment est-ce qu'on se réintègre? Bon, je rappelle quand même que l'après-cancer du sein, c'est une période compliquée. On est fatigué, il y a des effets secondaires, donc il faudrait vraiment que ce soit aménagé. Ce qu'on peut trouver pour des femmes peut-être un peu plus âgées, il y a des mi-temps thérapeutiques. Quid des jeunes femmes? C'est toute la question, et je pense qu'il faudrait communiquer vraiment auprès des employeurs et auprès de la société, parce qu'au fond, c'est fini, ton cancer est fini, tout va aller très bien. Or, on sait qu'on n'est pas du tout là-dedans. Il va falloir du temps pour récupérer, du temps pour comprendre ce qui s'est passé et pouvoir se reprojeter dans le futur après. Du temps pour récupérer, mais sans continuer à être malade. C'est-à-dire que là, il faut effectivement trouver un accompagnement qui fasse qu'on reprend la vie, et que c'est normal de reprendre la vie. Et qu'effectivement, je pense que c'est très compliqué quand on a vaincu la mort quelque part, de se redire qu'on va reprendre la vie de la même façon. Et je comprends ce changement qui peut se produire. Et donc là, il faut aussi être accompagné à reprendre une vie et à se dire que, voilà, oui, c'était une parenthèse intense, que les autres ne peuvent pas comprendre autour, mais que pour autant, il faut se réintégrer dans cette société. Lune Milazi, vous êtes dans l'après, vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de vous réintégrer socialement dans le monde du travail? Ou est-ce que vous sentez des freins? Est-ce que vous devez cacher votre passé, votre maladie ou pas? Alors là, encore une fois de plus, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Je sais que pour moi, c'était... en fait, lorsque j'ai appris pour mon cancer du sein, je venais de terminer mes études de journalisme et j'avais cette inquiétude de est-ce que je vais réussir à trouver du travail? Et comme j'ai fait mes études à l'étranger, en Australie, lorsque je suis arrivée en France, je me suis dit, je connais personne dans ce milieu, est-ce que ça va être évident pour moi de trouver du travail? Et là, d'autant plus après 1 an de traitement, avoir eu un cancer, comment ça va se passer? Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de trouver assez rapidement, et je leur en ai parlé ouvertement, en leur disant, j'ai eu un cancer du sein, voilà pourquoi est-ce qu'il y a un gros trou d'1 an dans mon CV. J'ai fait des petites vidéos que j'ai publiées sur les réseaux sociaux, vous pouvez les voir si vous voulez. Et pour moi, en fait, ça a été vraiment un moyen de retrouver une vie normale et d'être replongée. Donc ça a été vous avez retourné la situation, c'est devenu une force en fait. Oui, c'est ça, complètement. Je m'en suis un peu servi entre guillemets en me disant de toute façon, il est là, j'ai pas le choix, autant l'utiliser, essayer de voir ce que ça s'est bien passé pour vous, mais est-ce que vous savez pour les autres si ça se passe bien? Alors, je pense que c'est pas évident tout le temps. Maëva d'ailleurs l'exprime aussi dans le film parce que ça chamboule beaucoup de choses, et notamment pour Maëva parce qu'elle travaille dans le domaine de la santé. Et je pense qu'une reprise du travail, parfois, ça peut amener à beaucoup de questionnements. C'est-à-dire, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux vraiment repartir au travail? Est-ce que être confrontée à des personnes qui ont aussi vécu des maladies graves, ça va pas me renvoyer des choses? Il y a tout ce questionnement-là. Et puis, comme on a été un peu dans un cocon pendant 1 an en traitement, on est bichonné, il faut faire attention, notre vie est fragile. Et on est vraiment pris... tout le monde prend soin de nous. Et puis, de se retrouver dans le milieu du travail, ça peut être un peu violent parce que les gens ne savent pas forcément que vous avez eu un cancer et vous traitent comme tout le monde. Donc ça peut faire du bien. À la fois bien et en même temps vous êtes fatigué. Ça peut être difficile. Fatigué, je ne sais pas. Moi vraiment, ça m'a permis de rebondir et puis de continuer à rester active en me disant c'est bon, je suis comme tout le monde, ma vie reprend et ça m'a fait du bien. Mais j'imagine que c'est pas facile pour tout le monde. Florence Roussy, on est fatigué après une année, 2 années comme ça. Oui, là on a parlé justement de l'après-cancer. C'est vrai qu'on a quand même aussi des données. Heureusement, on a une très belle étude qui s'appelle VICAN, c'est Vie après cancer, qui a été menée grâce à l'Institut du cancer. Et donc, on a justement ces données grâce... ils ont appelé les patientes et ils leur ont posé des questions. Donc, on a des données quand même très précises. Donc, on a des données sur le couple. On a quand même des données rassurantes sur le couple dans le cancer du sein des femmes, où quand même il y a une majorité des couples qui restent stables. Donc voilà, ça fait partie des choses positives que je tiens à souligner. Après, il y a toujours et puis oui, il y a plus d'1 tiers des patientes qui sont fatiguées après le cancer. Il y a plus de 50% des patientes qui ont
une baisse de la sexualité, dont on parle aussi pas assez, baisse de la libido, sécheresse vaginale. Il y a aussi un tiers des patientes qui présentent, on va dire, comme on dit nous, le chemobrain, des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, des femmes qui faisaient avant 10 choses en même temps, qui ne peuvent plus qu'en faire que 2. Ça, c'est très... et voilà. Et donc, on a, grâce à justement cette étude, on a maintenant une idée des effets un petit peu secondaires, et à nous, justement, de mettre en place tout ce qu'on peut aider en soins de support. Et je vous rejoins aussi sur le travail. On a aussi des chiffres. À peu près 2 ans après le diagnostic de cancer du sein, il y a encore 20% des femmes qui sont en arrêt de travail. Ces femmes-là, c'est souvent des femmes qui sont encore en arrêt de travail parce qu'il y a eu un traitement long, parce qu'il y a aussi des séquelles physiques importantes, de la douleur, de la fatigue. À nous de trouver des solutions, je suis d'accord. Il y a des entreprises aussi qui aident à trouver des solutions, des associations. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de solutions qui viendront de vous, parce que c'est aussi à vous de nous dire aussi quelle est la bonne manière de vous aider pour certains de ces effets ou même de ce retour au travail. Un petit mot pour conclure peut-être, Ludmila, pour conclure cette discussion. Vous êtes optimiste sur la suite, vous pensez que les lignes vont bouger pour aider ces jeunes femmes notamment, puisqu'on parlait des... J'espère avant tout qu'on va réussir à parler de la maladie sans tabou, qu'on puisse s'exprimer à ce sujet librement, que ce soit au travail ou ailleurs, et qu'on soit considérés comme des personnes normales, puisque c'est ce qu'on est dans le fond. Et ce sera le message de fin. Merci infiniment à toutes les 4 d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle qu'en ce moment se déroule donc l'opération Octobre Rose, consacrée à la lutte contre le cancer du sein. La campagne est intitulée La marche des seins. Le slogan cette année de l'association Ruban Rose est « Prenez rendez-vous avec vos seins tous les ans, allez chez un médecin ». N'hésitez pas aussi à faire un don si vous le pouvez, bien sûr. Merci en tout cas à toutes les 4. C'est la fin de cette émission. À très vite sur Public Sénat.